Bonsoir. Une autre attaque dans le nord-est de notre pays. Cette fois, c'est à Tougbo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la nuit du lundi 7 juin. Que s'est-il passé? Quel est le bilan actuel de cette attaque? Nous y reviendrons. Qu'est-ce qu'une plainte? Dans quel cas un citoyen peut-il porter plainte? Mélissa Didier sera tout à l'heure pour nous éclairer sur ce sujet. Et ce soir, il sera question de mariage, de filiation et de succession. Pour en parler, nous serons en compagnie de Madame Mao Mosochi Florentine, épouse Ndebutsi. Elle est magistrat hors hiérarchie et directeur de cabinet adjoint du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ici, vous le savez, on analyse, on débat d'équipe d'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez. Ça y est, on est là, on est présent. Bonsoir et merci d'être dans notre compagnie. Sophie, bonsoir. Hello, Brico. Ah, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps, bah, oui, en effet. Vous revenez toujours aussi shiny qu'avant, donc voilà. Always. Ok. Madame Bleu, comment allez-vous? Bien. Ça fait un peu longtemps aussi? Oui, c'est vrai. Bien. Bon, moi, quand vous me manquez 2 jours seulement, ouais, ça fait trop. Ça fait une éternité. Pareil pour moi et pour toute l'équipe, bien sûr. Très, très bien. Serge, il était avec moi à mes côtés hier, hein, à mes côtés, autour de cette table, il précise bien, fidèlement, je le dis. Voilà. Bonsoir Serge, comment allez-vous? Très bien. C'est qu'on peut compter sur vous. Fidèlement, il a dit. On n'est pas fidèles. Et Monsieur Bois, nous rejoint ce soir. On n'est pas Ok, encore. Encore. Bah, écoutez, toujours avec autant de plaisir. Très bien. Fidèlement. Ok. Bon, écoutez, on va démarrer tout de suite hein, avec les points saillants de l'actualité. C'est dans notre Live Actu. À tout de suite. Et c'est le volet sécurité qui nous intéresse pour démarrer ce rendez-vous. Eh bien, une autre attaque dans le département de Téni. Une attaque dans la nuit du lundi à mardi, donc lundi 7 juin 2021. Une attaque donc dans la localité de Tougbo, située dans le département de Téni. Madame Bleu, que s'est-il passé? Alors, selon le communiqué signé du général Lassina Doubia, donc chef d'état-major général des armées ivoiriennes, lundi soir, vers 21h GMT, la localité donc, de Tougbo, située dans le département de Bouna et qui est frontalière au Burkina Faso, a été attaquée par des individus armés. Et le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire prédéployées sur les lieux a immédiatement réagi face à cette attaque et a repoussé l'ennemi. Malheureusement, le bilan provisoire fait état d'un soldat ivoirien mort des suites de ses blessures. Et aucune victime civile n'est à déplorer. Et les opérations militaires donc, de ratissage pour retrouver les assaillants se poursuivent sur le terrain à Tougbo avec l'arrivée des forces supplémentaires qui ont été dépêchées dans la zone. Alors Tougbo, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Hein, oui. Le nord de Côte d'Ivoire, c'est frontalier au Burkina Faso. Quand on sait que le Burkina Faso, André, a subi une attaque, une des plus meurtrières de son histoire il y a quelques jours. C'est vrai que ce week-end, les Africains et puis bon, enfin, l'ensemble de nos concitoyens se sont réveillés avec cette nouvelle terrible de plus de 100 morts du côté donc, du Burkina Faso. Et depuis, on s'interroge quand même sur la synergie entre les forces ouest-africaines. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous savez que récemment, la France, avec ce qui se passe au Mali, a décidé de ne pas suspendre sa coopération avec le Mali. Bon, à la limite, on dirait, bon, ok, d'accord, mais on a pas mal d'organismes de coopération. Donc, quand même, le plus important, c'est la CEDEAO. Ouais. Quand même, rappelez-vous, la force de la CEDEAO a eu à intervenir du côté du Libéria, même la force de la CEDEAO. Les Comores a menacé en 2010 en Côte d'Ivoire d'intervenir pour établir l'ordre constitutionnel, etc. Et donc là, ce qui nous surprend dans ce qui est en train de naître finalement, c'est que il n'y a pas de synergie entre nos forces. Pourquoi vous le dites? D'autant plus que dans le cas que vous évoquiez, par exemple, dans le cas du Libéria, c'était un conflit armé entre deux parties ou 3 parties. Sauf que là, on est face à des attaques sporadiques
une forme de guérilla urbaine de temps en temps, où des gens viennent perpétrer des attaques et retournent sur une certaine base. Donc, Mais justement, vous parlez de cette base-là, on la connaît. Elle est identifiée géographiquement. Donc justement, quand il parle de synergie au niveau des forces ouest-africaines, c'est de permettre... l'armée française aujourd'hui, ils sont où en force tampon pratiquement pour éviter que ces djihadistes ne descendent et n'envahissent toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on sait où ils sont situés. On sait où il faut aller la les question même combattre. à se poser, même en parlant de synergie, est-ce qu'il n'y a pas finalement un manque de moyens au niveau des États du G5 Sahel? Parce qu'on parle de ces États, on se rend compte que les attaques se multiplient. Il y a quand même la présence de la force Barkhane au Mali depuis plusieurs années, mais malgré tout, les populations du Sahel souffrent moi, ce que je vois de cette qu'effectivement, situation. c'est la Donc, difficulté, quelle est l'utilité finalement de cette de pouvoir force? sécuriser toutes ces zones-là, d'autant plus qu'on n'est pas effectivement en face. Mais Oui. si vous permettez, C'est des vraiment, attaques lâches en plus. Non, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a une difficulté. C'est bien pour ça qu'il faut de la synergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quand même objectivement se rendre compte que nos armées seules, parce que là, ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire repousse, mais c'est parce que au Burkina, ils ont dû traverser, ou en tout cas, ils sont difficilement atteignables par les forces armées burkinabées. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce que, comme vous le dites si bien, il y a de la lâcheté, c'est du terrorisme. On est d'accord. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'il y ait plus de forces? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, les forces ghanéennes ont besoin aussi d'être un peu confrontées à ce type d'expérience, des forces libériennes, etc. Donc, le fait d'avoir une force de la CEDEAO qui va soutenir ces différentes forces armées-là à leurs frontières, moi je pense que ça peut être une des solutions. De toutes les façons, les grandes coalitions, on parle de l'OTAN, on parle de toutes ces coalitions, c'est ce qui permet justement de maintenir la sécurité, d'arriver à bout de ce type de terrorisme. Alors justement, vous parlez de terrorisme. Est-ce que dans le cas de cette haute attaque, on est dans un cas de terrorisme? Parce que cette attaque n'a pas été revendiquée, je pense. Mais c'est tout le sens même du terrorisme. C'est ça, en fait, c'est de faire peur, c'est de menacer, Voilà. faire peur aux populations et surtout envoyer un signal d'alarme. On se rappelle que le général français avait annoncé, en tout cas prévenu, qu'il y aurait une poussée des attaques djihadistes dans la zone du Golfe du Guinée. On se rend compte que finalement, c'est une réalité. Mais je pense que rien ne nous dit aujourd'hui que cette attaque-là est une attaque djihadiste. Non, mais quand tu parles de... Quand on sait non, également non, que en tout cas, les c'est une États attaque aujourd'hui... terroriste. les Mais États- c'est tout laisse à penser. On a dit terroriste, Mais c'est une pas attaque djihadiste. terroriste. Oui, C'est terroriste. Tout laisse à le penser Bah, aujourd'hui, finalement. quand on sait également que On sait certains que pays, beaucoup de certains groupes- régimes de oui. certains pays sont attaqués souvent de cette façon-là. Mais on sait que beaucoup de groupes, Pour déstabiliser des régimes aussi. beaucoup de groupes terroristes dans cette zone sont affiliés à Al-Qaïda. On ne se le cache pas. Les forces armées ont suffisamment d'informations à ce sujet. La réalité, elle est présente. André parlait de coalition, qu'il faut que cette coalition soit effective. On a parlé des Comores, je ne sais pas où, à quel niveau se trouve cette force écomorgue, pourquoi on ne la sent pas en ce moment. C'est vrai qu'il y avait Idriss Déby qui, en tout cas, était un peu cette force tampon qui essayait d'aider à sécuriser le Sahel, même si il y avait quand même des attaques. Je vais André quand il parle de synergie pour vous rejoindre aussi, pour dire qu'Idriss Déby il était quasiment seul à mener ce combat-là. Oui, Il mais était de temps en temps un peu et tu te rends compte qu'il y a un manque de solidarité parce que, par exemple, le nouveau chef d'État du Niger, Mohamed Bazoum, qui se plaignait, qui estimait que son pays est victime de la situation sécuritaire au Mali. Donc chacun se renvoie la balle. Qui doit sécuriser sa frontière par rapport à chaque pays? Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'union. En même temps, on a des frontières très poreuses. Oui, très poreuses. Mais sur le cas de l'écomog, parce que je balance cette idée simplement parce que le Nigeria, pour ce type de force, il faut une force qui soit leader. Or, le Nigeria, dans le cas des Comores, le Nigeria était la force leader. Or, le Nigeria aussi est confronté à un vrai problème avec Boko Haram, etc. Donc, ça fait qu'il faut à ce moment-là qu'il y ait un autre leadership. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Ghana, ça peut être le Burkina, enfin, ça peut être le Sénégal, ça peut être d'autres pays quand même importants qui vont porter justement une idée d'une vraie coalition. Parce que on n'y pense pas, mais tout ce qui se passe au Mali, on se rend bien compte que c'est en train de descendre vers la Côte d'Ivoire. Non, mais ça a commencé même par le Tchad. Le Tchad, avec l'instabilité aujourd'hui qui se trouve au niveau politique, on a le Mali également et la menace de la France donc de se retirer de cette zone tampon avec sa force qui aidait justement à lutter contre les djihadistes. Tout ça contribue fortement à la progression de ces terroristes et leur combat
autour de nos Et frontières. celles qui Alors- payent le plus lourd tribut, ce sont les populations, donc C'est les ça. villages qui sont régulièrement attaqués, où il n'y a peut-être pas de force de défense présente dans ces villages pour pouvoir les protéger et anticiper ce type d'attaque. Et finalement, il faut s'attendre certainement à des mouvements de population entre les différentes frontières qui vont chercher à se protéger, soit en venant en Côte d'Ivoire, Alors- soit en allant au Burkina ou vice-versa, par exemple. Alors justement, la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nos armées sont suffisamment équipées, suffisamment entraînées, outillées pour faire face à ce genre d'attaque? Moi, je pense que comme André disait, je pense pas que nos armées soient au complet. On a besoin de coalition, on a besoin d'aide, on a besoin de le faire ensemble. Et je pense aussi qu'au-delà de ça, il faut éduquer les populations. Parce qu'aujourd'hui, ces terroristes pénètrent ces villages et finissent par initier tellement de jeunes au djihadisme, à leurs idéologies. Et on retrouve des jeunes Souvent, il y a de des complicités complicités, il y a des- qui Il y a la pauvreté, ils deviennent profitent de la pauvreté, de Bien sûr, l'ignorance. parce que ça, ces c'est terroristes. c'est comme ça qu'ils viennent et qu'ils arrivent à rendre leur mouvement assez beau pour permettre à ces jeunes de les suivre, parce qu'ils viennent se substituer à l'État qui ne peut pas être partout. Il y a la pauvreté, ils arrivent avec l'argent de tous les trafics C'est ça. qu'on connaît. Donc cet argent, ils le donnent à un jeune du village qui n'a pas de travail. Avec cet argent, il peut s'acheter, je ne sais pas moi, 2-3 bœufs, une moto, une moto, exactement. subvenir aux besoins de sa famille. Donc forcément, c'est des idéologies qu'on accepte facilement avec ce tapas du gars-là. Bon point pour Oui, Sophie. oui, Oui, d'évoquer très, le rôle très, très très, bon point pour très Sophie. bon point pour Sophie, mais la question revient toujours, parce qu'on l'a posée nous-mêmes en rédaction, c'est de dire que la Côte d'Ivoire et la CEDEAO font face à un défi sécuritaire. Je pense que vraiment ce Life Actu doit nous mettre en évidence que c'est un vrai problème Une de impasse, travail oui. ensemble qui n'est pas fait. C'est ça. Parce qu'elle le dit si bien, si la Côte d'Ivoire envoie, je ne sais pas, 1000 soldats, que le Burkina en envoie 1000, il y a 15 pays dans la CEDEAO. Ouais. Imaginez ce que ça peut Une représenter force de 15 000 qui va... en termes d'hommes. Parce que là- Et est-ce qu'on peut mobiliser comme moyen pour permettre justement à toute cette zone frontalière-là d'assurer la sécurité, de rassurer les populations et les militaires? N'oublions pas que quand ils seront là, pendant qu'il y a 500 qui sont en train d'assurer la sécurité, il y a 500 autres qui vont aider à creuser des puits, C'est ça. à mettre en place des barrages. C'est aussi Et faire des patrouilles. Ouais, surtout, faire des parce que patrouilles, c'est vrai que etc. la zone, elle est très vaste. Hein, en même temps, il faut le reconnaître Et aussi. d'où l'importance d'avoir suffisamment de matériel technologique, parce qu'on parle d'armes de guerre, il faut être suffisamment bien équipé. Je pense que ces terroristes, ils sont bien certainement équipés. très Ils bien sont équipés. très, très bien C'est pour ça que je me Ils ont demandais, des, est-ce que ils vous ont pensez que nos ils ont armées sont bien équipées? ils ont des renseignements, et je pense qu'on a Ils ont des Et- et infiltrés. des infiltrés. Et On est la CEDEAO, on a quand même un PIB, en tout cas cumulé, assez important pour pouvoir mobiliser de l'argent. pour Et c'est là pouvoir qu'il acheter. faut activer Non, ces c'est ça. fameux accords de Et tu vois, défense-là. C'est Peut-être la c'est zone maintenant qu'il faut les activer africaine, c'est la vraiment. zone africaine, en tout cas en Afrique subsaharienne, c'est la zone africaine la plus importante. Si on la extrait le plus touchée, Maghreb, ouais. et on parle de richesse, vous parlez Ouais. de richesse, Ouais. c'est-à-dire qu'on a les moyens. Il y a le Nigeria qui est un pays important, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce sont des pays très importants financièrement et qui ont un PIB important. Je dis qu'à prélever juste 1% pour assurer la sécurité justement aux frontières avec une vraie politique militaire, ça peut être... C'est bien de faire des En fait, batailles au Parlement de l'Union voulais- africaine, moi- mais c'est important de pouvoir se concentrer sur le défi sécuritaire. Et moi, je voulais peut-être rajouter aussi la communication entre les pays. Je pense que ce serait important. Et on a vu il y a quelques mois au Libéria qu'il y a eu des prisonniers qui s'étaient échappés justement d'une prison. On a eu cette communication à temps pour pouvoir pallier à la potentielle attaque qui devait arriver en Côte d'Ivoire. Donc je pense que la communication aussi... Alors, entre sur les ça, pays c'est peut très être important. Il existe aujourd'hui un fichier, enfin au niveau de la police, un fichier qui est porté par la CEDEAO pour qu'il y ait justement une vraie communication au niveau police, au niveau de la police, pour ça. communiquer sur justement les infractions, sur les personnes qui peuvent commettre des crimes Des ici crimes, ouais. et se retrouver au Ghana, vraiment des fichiers qui se communiquent. Enfin, il y a tout un travail, mais c'est tout ça, il faut l'avouer, c'est assez lent. Censé. Merci messieurs et encore une fois, Mesdames. force, mesdames aussi, mesdames, force à nos forces de défense, force et courage à nos forces de défense et de sécurité qui travaillent jour et nuit pour que nous ayons cette paix et cette stabilité-là. Allez les gars. Bon, on va recevoir Mélissa Djedje. On est mardi aujourd'hui. Que dit la loi? On parlera d'un sujet. Et monsieur en question se fait très galant de recevoir Mélissa. C'est devenu un rituel. Hein.
Non, parce qu'on lui avait reproché ça il y a quelques jours et quelques semaines. Il avait tendance à Vous avez de très s'éclipser au jolies lieu chaussures de ce faire soir. l'hommage à Bon, au la dame. début, il lui tirait la chaise. Et puis Après, après, il a abandonné. il a abandonné. C'est Bonsoir, essoufflé. Mélissa, comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Ce mardi, nous sommes très heureux de vous accueillir. On parle ce soir, donc, que dit la loi de plainte? À quel moment un individu peut porter plainte? Effectivement, donc on en a parlé un peu au cours des différentes chroniques et on parlait souvent de déposer la plainte et je me suis dit pourquoi pas en parler un peu plus en détail de qu'est-ce que la plainte. Donc en fait, la plainte, c'est l'acte par lequel la personne qui est lésée, donc la personne qui estime qu'elle est victime d'une infraction pénale. Donc on l'a vu, hein, l'infraction pénale, c'est ce qui est considéré par la société, donc des comportements qui sont réprimés par la société parce qu'ils sont jugés non acceptables. Donc la personne qui est victime d'une infraction pénale va informer en fait l'État parce que c'est l'État qui a la charge de poursuivre et de sanctionner les auteurs d'infractions pénales. Donc le représentant de l'État, donc celui qui va mener l'action de l'État, c'est le procureur de la République. Donc dans cet acte, en gros pour faire simple, quand on porte plainte, c'est le moyen en fait de saisir la justice. Et qui peut porter plainte? C'est pas tout le monde qui peut porter plainte. Donc c'est la victime. On l'a dit ensemble. On savait pas. Donc, c'est la victime, en fait, de l'infraction qui va pouvoir porter plainte, ou via son avocat, ou encore, dans le cas où la victime est mineure, ça va être les tuteurs, donc en général, qui vont être les parents. Donc, si mon voisin se fait cambrioler, moi, je n'ai pas le droit d'aller à la police pour porter plainte pour mon voisin. Effectivement, il faut que le voisin aille porter plainte pour qu'il y ait une action en justice. Maintenant, il y a des cas de flagrant délit. Donc, quand on va dire les cas de flagrant délit, c'est les cas où l'auteur est attrapé plus ou moins sur les faits ou un peu après les faits, où là, l'État va pouvoir se saisir lui-même du dossier et enclencher l'action en justice. Mais là, dans la majorité des cas, il faut effectivement qu'il y ait plainte pour qu'il y ait poursuite. Est-ce que toutes les plaintes sont recevables par l'autorité? Donc, bon, recevable. En fait, ça dépend. Déjà, il faut qu'il y ait une infraction. Donc, on peut penser que la personne a commis une infraction pénale et finalement, aux yeux de la loi, ça n'en est pas forcément une. Ensuite, quand on va aller porter plainte, tout est une question aussi de solidité du dossier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le droit et effectivement, il faut tout prouver. En fait, le droit, c'est une question de preuve. Donc, pour avoir gain de cause, il va falloir prouver que l'infraction a été bel et bien commise et que cette personne-là, la personne indiquée, enfin désignée, est bel et bien l'auteur de cette infraction. Oui, parce que ça, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'il arrive souvent des gens qui disent non, moi j'ai porté plainte, ils n'ont rien fait. Ah, peut-être que faute de preuves, par exemple. C'est ça. Effectivement. Donc déjà, où porter plainte? Donc comme on l'a vu, on peut porter plainte à la gendarmerie ou à la police. C'est ce qu'on connaît en général. Donc lorsqu'on va arriver au commissariat, ils vont nous accueillir, prendre notre plainte, prendre les faits. Ils vont ouvrir une enquête normalement pour collecter les différentes preuves et soumettre ce dossier-là au procureur de la République. Ensuite, on a le moyen où on peut saisir directement le procureur de la République en allant au tribunal et déposer plainte directement auprès du procureur de la République. Et on l'a appris il n'y a pas longtemps, on peut également saisir le procureur militaire. Effectivement. Donc, comme on l'a vu, et puis je pense que vous avez reçu le commissaire en tant qu'invité, pour les infractions qui sont commises par les forces de l'ordre et de sécurité, on peut aller à la gendarmerie ou à la police déposer plainte ou saisir directement le tribunal militaire. Et ensuite, il y a un autre moyen de porter plainte, c'est on peut saisir directement le juge d'instruction. Donc, le juge d'instruction, lui, va ensuite mener une enquête à savoir est-ce que cette personne qu'on a pointée devrait subir une action en justice. Et là, il y aura ensuite l'action en justice qui va être déroulée si le juge estime. Alors, le point qui va être important, c'est qu'on ne porte pas plainte juste parce qu'on a envie de porter plainte. Parce que quand on porte plainte et que la plainte est fallacieuse, ou bien il y a des personnes qui portent plainte et puis disent, bon, moi je vais retirer ma plainte parce que la personne me fait pitié. Il y a eu des moments où l'autorité elle-même continue Bien sûr, parce que là, la plainte est déjà engagée. Ouais. D'accord. Et On ne peut pas retirer sa plainte. Vous Je retirez, pense vous retirez votre plainte, mais Après, je pense D'un que... point de vue civil, on peut retirer votre plainte. Oui, mais d'un point de vue pénal, c'est-à-dire qu'on pourrait, c'est que l'État pourrait décider par faute, par exemple, si on juge que, par exemple, je ne sais pas, dans des cas, par exemple, de viol, où en général, la preuve va être faite par témoignage. Donc, si on a déjà une victime qui ne veut plus porter plainte parce qu'elle ne veut pas être confrontée à la justice, on peut la signer, on peut la forcer, on peut la signer à témoigner, etc. Mais quelquefois, ça va peut-être être une décision
de l'État de ne pas la confronter, en fait, si ce n'est pas sa volonté, à tout un processus judiciaire. Parce que je demande ça, parce que je sais qu'il y a souvent des femmes, quand elles sont battues, elles vont porter plainte, C'est et ça. puis quelques jours après, elles retirent leur plainte à la police. Mais parce que justement, tout est une question de preuve. C'est que dans ce cas de figure, en général, dans ces cas de figure, c'est que le dossier principal est basé sur le témoignage éventuellement Donc, de la victime. Donc si j'ai une victime qui ne collabore pas, Ouais. ça va être difficile auprès du ok. tribunal en fait de Ok. faire nos preuves. Oui, d'accord. ok. Donc, Donc on peut pas. Ok. Donc c'est déjà ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand même, parce que Serge m'avait posé la question à la chronique passée, à savoir les délais de prescription. Donc la prescription en droit, c'est pas la prescription que votre médecin vous fait, c'est le délai dans lequel il y a une action en justice qui peut être menée. Donc pour les cas de crime, on va avoir 10 ans. Donc 10 ans à compter de l'infraction où l'État va pouvoir. Donc on a 10 ans pour porter plainte. Pour les délits, donc les crimes en général, ça va être quoi? Meurtre, viol, on est vraiment dans le crime. Donc c'est les infractions les plus graves. Ensuite, on va avoir les délits. Donc les délits, ça va être 3 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas se réveiller, admettons, 5 ans après, porter plainte et se plaindre que l'État n'a pas poursuivi le dossier. Oui. Parce que si les faits sont passés, d'une certaine façon, l'État ne pourra pas poursuivre, Même si on a des preuves. même si vous avez des preuves. D'accord. Ouais, très bien. Donc, C'est bien, Mélissa. C'est bien noté. C'est bien noté. Bon, Moi, enfin, vous voulez. Non, c'est bon. c'est bon. non, c'est bon, merci. Vraiment, c'est bon. Non. Merci, Mélissa. Merci, Brice. Au passage, sont très brefs, mais très appréciés. Merci. Merci d'être sur notre plateau tous les mardis. Merci beaucoup. On va marquer une pause avant de recevoir notre invité. À tout de suite. Merci, Mélissa. merci. Nous sommes en compagnie de Madame Mao Mazochi Florentine, épouse Ndibuti. Elle est magistrat hors hiérarchie et directeur de cabinet adjoint du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Madame le directeur, merci d'être avec nous. Alors, tout de suite, on va vous poser la question. Aujourd'hui, concernant le dispositif juridique à l'égard des femmes en Côte d'Ivoire, quel regard vous portez sur ce dispositif-là, Madame? Je vous remercie. Je voudrais rectifier avant de répondre à votre question. C'est Mao Mososhi et non Masoshi. Mososhi. Mao. D'accord. Mao Mososhi. Pardon, Madame. Pour répondre à votre question, je dirais que le dispositif concernant le droit des femmes a connu quand même des avancées notables, surtout avec les dernières réformes initiées par le ministère de la Justice. Très bien. Alors, oui, de manière en matière professionnelle et commerciale, comment est-ce que ces droits ont effectivement évolué sur le terrain en Côte d'Ivoire? De manière... Quels sont les acquis? Est-ce que dans le premier temps, vous avez l'impression qu'il y a eu de vraies avancées, de vrais acquis, comme dit Madame Bleu? Oui, il y a eu de vraies avancées, comme le dit Madame Bleu. En matière civile, le principe de l'égalité qui avait déjà été introduit dans l'arsenal juridique ivoirien en 2013 a connu un peu plus de développement, de sorte qu'aujourd'hui... Madame le directeur, j'avoue aussi que ça m'intéresse la question, parce que j'ai l'impression que vous nous regardez comme Madame Bleu. Ah non, c'est elle qui pose la question. Mais je suis comme ça, je vous suis aussi. Ok. Donc, dans tous les domaines de la vie sociale, les droits de la femme ont été renforcés. Si nous prenons par exemple le mariage, la réforme sur le mariage aujourd'hui intègre la notion de travail au foyer comme contribution, au charge du ménage. Parce qu'autrefois, la femme ménagère, on estimait qu'elle ne contribuait pas aux charges du ménage. Aujourd'hui, le travail au foyer est une contribution aux charges du ménage. Very nice. Mais comment cela se concrétise en réalité? C'est-à-dire le travail d'une femme au foyer, comme vous le dites, est considéré comme une charge dans le foyer. Non, pas une charge. Non, oui, une contribution dans le foyer. Oui. Et ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de participer en dehors de cette contribution? Justement, quand vous dites qu'elle n'a pas besoin de participer, ça veut dire que vous estimez ce n'est pas que une participation travailler à la maison, ce n'est pas contribuer. La loi vous dit non. Aujourd'hui, travailler à la maison, faire la cuisine, élever les enfants, faire le ménage, c'est une contribution. D'autant plus que si ce n'est pas fait par elle, vous êtes obligé d'aller payer quelqu'un. Quelqu'un pour venir le Comment est-ce qu'on faire. le quantifie? Enfin, comment est-ce qu'on quantifie ce que ça vaut en termes de CFA, cette contribution, cette participation?
On ne le quantifie pas, c'est une participation en nature, tout comme en matière commerciale, certains associés font des apports en nature, en industrie. Et il y a des apports qui ne sont pas quantifiables. Tel est le cas de la participation de la femme au foyer. Est-ce que la justice, parce qu'à l'époque, je crois que c'était en 2012, quand on... 2013, quand il y avait les débats au sein de l'Assemblée nationale, etc. Est-ce que la justice se préoccupe justement des questions culturelles, c'est-à-dire des pesanteurs culturelles qui peuvent empêcher justement un certain nombre d'évolutions du droit? Est-ce que ça, c'est des données que vous prenez en compte quand vous proposez des modifications au législateur? Oui, il faut comprendre le processus d'élaboration des tests. Ce n'est pas le ministère de la Justice seul qui, dans l'enceinte du cabinet, élabore le test. C'est un processus qui inclut toutes les composantes de la société, aussi bien les organisations de la société civile, les religieux, les partenaires au développement, que des hommes de droit. Donc, ce sont les aspirations de toute la population ivoirienne qui sont traduites dans les projets de réforme qui sont initiés. C'est au terme de nombreux séminaires, au terme de nombreuses réflexions, que le ministère consolide tous ces tests-là, essaie de les faire coïncider avec les engagements de l'État au plan national et au plan international pour proposer un projet de test tenant compte également des considérations d'ordre juridique. Madame le directeur, oui, vas-y. J'ai une question. Moi, j'aimerais parler de mariage, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je voulais savoir... que prévoit la nouvelle loi sur le mariage aujourd'hui quand il s'agit du port du nom du mari et aussi le choix du domicile familial? Et puis, quelle était la pratique avant surtout? Avec la loi de 1964 qui a connu des modifications, le domicile conjugal était choisi par le mari en sa qualité de chef de famille. En 2013, lorsqu'il y a eu la réforme qui a institué la cogestion, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de sa réforme. Le domicile conjugal était toujours déterminé par le mari. Avec la nouvelle réforme, le domicile conjugal est déterminé par les deux conjoints. Et en cas de désaccord, le juge jouera le rôle d'arbitre. S'agissant du nom de la femme mariée, c'est un droit. Vous avez votre nom de jeune fille. Si vous vous appelez Madame XY, Mademoiselle XY, vous vous appellerez donc Mademoiselle XY, épouse Z. Parce que dans le cas, on dit Madame Mao Mososhi, Florentine, épouse Ndubisi. Je dirais même qu'on dit Madame Florentine Mososhi Mao, épouse Ndubisi, pour tenir compte également de la réforme de la loi sur l'état civil. Ça répond à quel besoin? Qu'est-ce qui a déclenché la réflexion autour de cette question? C'était quoi les problèmes qu'on avait pour aboutir à... Est-ce qu'il y avait beaucoup de demandes? Est-ce que c'était juste une question de genre? Ça permettait... C'était quoi en fait le problème? Non, déjà, il y avait une question d'uniformisation de l'écriture du nom de la femme mariée, parce que dans certains documents administratifs, certaines femmes étaient désignées. Je prends l'exemple sur moi, bien entendu. Vous verrez dans certains documents, l'on mettra Ndubisi Mao Florentine, dans d'autres Ndubisi né Mao Florentine, d'autres encore Mao épouse Ndubisi Mososhi Florentine, de sorte que nos concitoyens étaient chaque fois contraints de se rendre en justice pour établir des actes d'individualité, parce que l'administration estimait que ce n'est pas la même personne. Donc il fallait uniformiser. Et comme le prénom, étymologiquement, c'est avant le nom, donc... Comme Edith Broubleu. Voilà. Alors, Edith Broubleu. On va marquer une courte d'accord. Et je reviens. Edith Broubleu. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière. On parlera de l'article 22 concernant la loi de la filiation tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, le magnifique plateau du Live Talk, et vous nous regardez sur Live TV sur les bouquets numéro 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Notre invitée ce soir est Madame Mao Mososhi Florentine, épouse Ndubisi. Je prononçais bien cette fois, Madame? Très bien. Merci beaucoup. Elle est magistrat hors hiérarchie, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Avec elle, il est question de loi sur le mariage, loi sur la filiation. Justement, à propos de cette loi sur la filiation, on parle de l'article 22 avec vous, Madame. Effectivement.
Et concernant cet article, donc cet article 22, qui commande que l'époux notifie par voie d'huissier son projet de reconnaissance de son enfant adultéré à son épouse, en quoi cet article, cette loi protège l'enfant? Et seconde question, est-ce que la demande est venue des organisations féminines qui font partie de la société civile? Qu'est-ce qui a motivé le besoin d'inclure cette réforme? Mais il faut savoir aussi ce qui se passait avant. Oui, bien sûr, Alors, madame le effectivement. directeur, ça s'appelle ici un tir groupé. Je me dis, c'est un peu les choses. D'abord, comment on présente cette situation-là, cette loi? Pour dire qu'aujourd'hui, si M. Bois, excusez-moi, je prends l'exemple que sur vous. C'est un bel exemple parce que, bon, enfin, il n'est pas marié, donc je sais pas Voilà. comment ça va. Si M. Bois en question a un enfant hors mariage, que dit la loi à ce propos? Est-ce qu'il doit venir le présenter à son époux? Comment ça se passe? Pour bien comprendre et pour que nos téléspectateurs C'est comprennent surtout bien. la reconnaissance de l'enfant. D'accord. Je vais partir de la préoccupation de M. Bois, Tout à fait. qui a demandé qu'est-ce qui s'est passé avant. M. Bois a un enfant hors mariage. Il est légalement marié. Et après le mariage, dans le mariage, alors qu'il est marié, il a un enfant avec une femme autre que son épouse. Donc un enfant né d'un adultère. Sous l'empire de la loi de 1964, pour pouvoir reconnaître cet enfant, c'est-à-dire faire établir sa filiation à l'égard de cet enfant, M. Bois était obligé d'obtenir le consentement de son épouse. Et ce consentement-là, ce n'est pas juste un consentement verbal, c'est un consentement qui devait être retranscrit par l'officier de l'état civil en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Si l'épouse ne consent pas et que M. Bois, comme de nombreuses personnes le faisaient, va faire la déclaration de naissance, reconnaître l'enfant, cette reconnaissance-là ne vaut pas. Madame Bois pourra en obtenir aisément l'annulation. Très bien. On se trouvait donc dans une situation où un enfant qui n'a pas demandé à naître, qui n'a commis aucune faute, est sanctionné pour la faute de son père. Privé ou la faute de sa mère aussi. Ou la faute de sa mère. Mais justement, s'agissant de la mère, l'enfant né de l'adultère de la mère était protégé par la loi. Puisque du seul fait de l'accouchement de la femme, sa filiation maternelle était établie, sans le consentement de son époux. Mieux, la loi protégeait cet enfant en disant qu'il avait pour père le mari de sa mère. Donc, l'enfant né de l'adultère de la femme était, disons, super protégé. Et on lançait la pierre à l'enfant né de l'adultère de l'homme. La Constitution ivoirienne dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons donc tous les mêmes droits. La Côte d'Ivoire a ratifié différents accords, dont la Convention sur les droits de l'enfant, depuis 1991. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État de Côte d'Ivoire en lui demandant de conformer sa législation sur la filiation aux standards internationaux consacrant l'égalité de droits de tous les enfants. Donc, dans le cadre de la réforme de la justice et notamment des droits de la famille, des lois relatives aux droits de la famille, le ministère de la Justice a donc initié les discussions avec tous les partenaires. Je vous ai tout à l'heure décrit le processus d'élaboration de la loi. Et il a été donc proposé de lever la sanction qui pesait en réalité sur l'enfant né de l'adultère du mari. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, l'enfant né de l'adultère du mari peut être reconnu par ce dernier après information de son épouse. Mais par voie d'huissier. Oui. Par voie ADN, d'huissier. etc. C'est très important. Je veux bien qu'on... Par voie du commissaire de justice. Commissaire de justice, enfin, je Alors, commissaire de justice, c'est vrai. Si M. Bois, aujourd'hui, fait un enfant en dehors de son mariage, Oui. pour reconnaître l'enfant, Il doit juste informer. il doit juste informer son épouse. Par voie de commissaire. Par voie de commissaire de justice. D'accord. Juste l'informer. Oui. Et ensuite, il a. Il peut reconnaître son enfant. Valablement. OK.
Oui, parce que la mesure, c'est pour protéger l'enfant. C'est Donc, très quand même, clair. c'est- On a marqué Mais une Après, disons le que la problème mesure aussi protège la famille. C'est parce que la famille devait être protégée qu'on a imposé une obligation d'information. Sinon, dans d'autres législations, si vous faites du droit comparé, le verrou a été totalement levé. Levé, bien Il n'y sûr. a aucune obligation puisque ce qui est recherché, c'est l'égalité. Il n'y a aucune obligation obligation. Est-ce que cela a un impact sur les droits de succession? Par exemple, lorsque l'enfant adultérin est reconnu par le père, Un impact, vous entendez? au niveau de Est-ce l'héritage, qu'il n'est pas héritier, mais enfin. est-ce qu'il peut être héritier Oui, il peut être héritier, mais héritier. déjà, sous la loi de 64, l'enfant né de l'adultère du père, qui est reconnu, avait les mêmes droits que les l'enfant, les autres enfants. À partir du moment Donc, où il est reconnu. s'ils ont le même régime juridique à la fin, pourquoi voulez-vous qu'on distingue au début? Donc ce que vous évoquez là, c'est la question quand même de la reconnaissance avant tout par justement la question du mariage. Si certains s'étaient posé la question de savoir est-ce que ça ne démontrait pas que l'État avait un peu ne protégeait pas assez le mariage, parce que au fond de tout ça, notre société a envie de mariage, donc c'est une institution qu'on garantit, qu'on protège. c'est Est-ce que vous entendez ce type de critique? Oui, on entend, on l'a entendu de nombreuses fois, mais je... Ils sont allés très loin même jusqu'à dire que ça fait un tout petit peu la promotion de l'adultère. Et de la de- polygamie. oui. C'est une fausse querelle faite à la loi, c'est un faux procès, c'est une mauvaise lecture du texte. La loi sur la filiation réglemente les modes d'établissement de la filiation. Les relations entre époux sont régies par la loi sur le mariage. Et la loi sur le mariage est claire. S'agissant de l'adultère, c'est une faute. La loi sur le mariage est claire. La polygamie est interdite. D'accord, mais la question de la fidélité ou de l'adultère, est-ce que notre loi en fait encore un élément de punition, des choses comme ça? L'obligation de fidélité subsiste, Subsiste. entre les époux. D'accord. L'obligation de fidélité subsiste. Et c'est parce que cette obligation subsiste que l'adultère continue d'être une infraction pénale. Mieux, le législateur, suite à l'initiative du ministère de la Justice, a uniformisé les conditions de constitution de l'adultère. Sous l'empire de l'ancien code pénal, l'adultère de l'homme était traité différemment. L'homme, pour qu'il y ait adultère, le mari, pour qu'il y ait adultère, il fallait que cela résulte d'une relation habituelle au domicile conjugal. Alors que l'épouse, la simple relation, même occasionnelle, avec un homme autre que son époux, constituait un adultère. Aujourd'hui, il y a une uniformisation, que ce soit l'homme ou la femme, il y a adultère dès lors que l'un des deux a des relations hors mariage avec une personne autre que le conjoint. Et il y a quelle sanction? C'est d'abord une sanction pénale, une peine d'emprisonnement et une Ok. peine d'amende. Oui, si tu inquiètes. Ça fait belle lurette qu'on n'a pas. Enfin, je dis pas, est-ce qu'on n'a jamais condamné des gens pour adultère dans notre pays quand même? S'agissant de l'adultère, ce qu'il faut savoir, puisque l'on a entendu protéger la famille parce que c'est une question qui touche à l'intimité du couple, l'on a subordonné la poursuite, la sanction et l'exécution de la sanction à la plainte du conjoint victime. C'est ça. Et la réalité donne à constater que lorsque l'épouse, je prends l'épouse puisque, bon, nous parlons ici des droits de la femme, lorsque l'épouse porte plainte pour adultère et que l'on arrête le mari et son amante, sa complice, l'épouse retire la plainte parce qu'elle ne veut pas avoir sanctionné son mari. Donc je rebondis sur cela, sur cette attitude-là pour dire, mais pourquoi le principal fautif de l'adultère, on ne veut pas qu'il soit sanctionné et on veut sanctionner l'enfant issu de sa faute. C'est ça. Là, on est d'accord. On est d'accord sur la C'était très, Très rapidement, parlons des violences qu'on va finir. Oui, mais on peut finir, même si on ne parle pas des Très violences faites aux rapidement, parce femmes. que Oui. là, je suis complètement... Mais c'est vrai Oui, que madame... mais bon, on a quelques minutes. Les violences faites aux femmes. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, notre dispositif pénal, de justice, protège mieux les femmes dans les cas de violence conjugale ou de violence tout court à l'égard des femmes? Bon, s'agissant des violences conjugales et des autres infractions telles que le viol,
il y a eu un renforcement de la répression, du dispositif répressif, notamment par plus de précision sur le contenu des infractions. Si je prends le cas du viol et de l'attentat à la pudeur, avec la loi de 1981, le viol n'était pas défini. Et une infraction très voisine du viol, c'était l'attentat à la pudeur. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le viol est un crime qui était sanctionné d'une peine allant de 5 à 20 ans, alors que l'attentat à la pudeur était sanctionné de 2 à 5 ans. C'était un délit. Allez-y, terminez. C'était un délit. Et donc, la tendance était de disqualifier les faits pour les qualifier en délit, faisant échapper l'auteur du viol à une sanction sévère. Aujourd'hui, il y a la définition. Celui qui commet un viol sera sanctionné pour viol. Très bien. Mieux, si vous permettez, mieux, le viol conjugal est puni, réprimé aujourd'hui. Very nice. Le viol est considéré comme constitué dès que le partenaire est un mineur de 15 ans. Et c'est une circonstance aggravante que quand la victime est un mineur de 15 ans. Et vous encourez jusqu'à l'emprisonnement à vie. Very nice. Génial. Merci. Madame Mao Mososhi, Florentine, épouse de je rappelle, vous êtes magistrat hors hiérarchie, directeur de cabinet adjoint au ministère ou du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci beaucoup, madame, d'avoir été sur notre plateau. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions, nos téléspectateurs également ont beaucoup de questions parce que c'est des sujets qui déchaînent des passions. On aura certainement, si le temps vous le permet, d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau là pour d'autres détails. Nous, on était très, très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.